un des points qui ont pu, pendant un certain temps, pendant un certain nombre de siècles, écarter Dante du lecteur, est cet arsenal d'images, de formes de langage, cette rhétorique, enfin, qui habille l'ensemble de son discours comme tout le discours de l'époque. Cela, il n'y a pas de raison de ne pas l'aborder tout de suite, de ne pas le comprendre tout de suite, et d'autant plus que précisément toute l'évolution d'une partie de la littérature et du savoir contemporain nous ramène à l'idée de rhétorique. C'est même peut-être un des points par lesquels nous pouvons comprendre ou recomprendre aujourd'hui Dante. Bien, la rhétorique au Moyen-Âge est une héritière totale de la rhétorique antique. En réalité, il faut bien comprendre que ce que nous entendons, nous, aujourd'hui, spontanément, par rhétorique, c'est un sens extrêmement étroit et étriqué. Nous entendons par rhétorique, au fond, un style orné, apprêté, drapé, bref, tout ce qui tourne autour de l'idée de figure de rhétorique. Mais, contre ce sens étroit, eh bien, toute l'histoire littéraire et l'histoire de l'esprit même protestent, parce que pendant environ 2 millénaires, et même plus, disons de Gorgias et Aristote, à l'origine, jusqu'au XVIe siècle, la rhétorique a eu un sens beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Elle désignait une sorte d'organisation totale de la chose parlée, du discours de la parole spectacle, bref, de ce que l'un des fondateurs de la rhétorique, qui était Gorgias, appelait le langage souverain. Il est certain que Dante a connu à la fois la grande tradition de la rhétorique antique. On sait par exemple qu'il a suivi des cours de rhétorique à l'université de Bologne, et que là il a connu au fond les grands modèles de la rhétorique antique qui étaient à l'époque le De Inventione de Cicéron et la rhétorique Aerenius qu'on croyait à l'époque de Cicéron mais dont on pense maintenant qu'elle n'est pas de lui. Et donc il a connu d'une part cette grande tradition de la rhétorique antique, tradition en quelque sorte orthodoxe, mais il a connu aussi les tentatives d'aménagement et de redistribution, car en fait la rhétorique est essentiellement un grand principe de classement. Il a connu les tentatives de redistribution qui ont été entreprises par les auteurs de ce qu'on appelait à l'époque les arts poétiques, ce qui n'a pas du tout le sens moderne de poésie ou de poétique, mais les arts poétiques qui étaient en réalité des arts rhétoriques et qui ont fleuri au XIIe et au XIIIe siècle. Et notamment, il y a l'un des auteurs de ces traités d'art poétique qui a eu certainement un rôle important dans la pensée littéraire de Dante, qui est Jean de Garlande, qui est un homme de la fin du XIIe siècle, et qui a contribué, en même temps que ses voisins, à constituer au fond un nouveau champ de réflexion sur le langage littéraire. Et c'est ce nouveau champ, que nous pourrions d'ailleurs appeler aujourd'hui littérature, qui a été exploré déjà par le Brunetto Latini, n'est-ce pas, le maître de Dante, dans son Trésor, qui était d'ailleurs écrit en français. Autrement dit, la rhétorique chez Dante, il ne faut pas la concevoir seulement, comme je le faisais dans ma question initiale, par l'usage, cet usage très apparent et qui frappe tellement le lecteur contemporain, de certaines figures, en effet, et de certaines formes de pensée très spéciales, comme dans la Vita Nova, l'emploi du nombre 9, ou certaines métaphores. Ce n'est pas simplement ça, c'est en fait toute une organisation du discours. Définie en termes modernes, naturellement, et non pas en termes de l'époque, la rhétorique, c'est, si vous voulez, un code de la parole. C'est une expression qui doit être expliquée. Le mot parole ici a un sens très précis. Il se réfère à une opposition célèbre depuis que Saussure l'a posée, qui est l'opposition entre la langue et la parole, ou si vous voulez, pour simplifier, entre le code et le message, la loi et l'exécution, l'actualisation de la loi. Et alors, la parole, n'est-ce pas, c'est tout le domaine des messages, dans la mesure où ils sont reliés à un système de signification abstrait, mais qui fonde ces paroles.
Et alors, vous voyez vous-même le paradoxe, c'est que l'expression code de la parole est une véritable gageure, parce qu'en réalité, il y a d'un côté le code et de l'autre la parole. Mais à partir du moment où un acte de communication est appelé parole, eh bien, il n'est plus directement le code, précisément. Or, pour moi, la rhétorique, c'est cette sorte de tentative humaine extraordinairement puissante et insistante qui a essayé de fonder ce paradoxe, un code de la parole. C'est-à-dire que l'objet de la rhétorique pendant 2000 ans et presque 2500 ans n'a été ni la langue, c'est-à-dire ni le système abstrait des règles de communication, ni la pure parole fluide, spontanée, mais une sorte d'objet intermédiaire, une parole vivante, si vous voulez, et cependant contrainte, qui est en rapport à la fois avec ce qu'on pourrait appeler, disons, l'existentialité la plus brûlante de l'écrivain, d'une part, et d'autre part, les grandes règles logiques de l'esprit, les grandes règles logiques de la fabrication du sens. Donc, la littérature est rhétorique précisément parce qu'elle est parole d'un auteur avec une codification profonde de cette parole. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant revenir à Dante et voir un peu quelle est l'action de ce code dans l'entreprise de Dante? Oui. Il y a, on le sait, les historiens le savent bien, une théorie qui est centrale chez Dante, c'est que les paroles, précisément, c'est-à-dire les œuvres, au fond, que ce soit les paroles de l'écriture, ou de l'écriture sainte, ou les paroles du poète, ont en même temps plusieurs sens. Oui, mais j'y viens, car en effet, cette simultanéité de sens, cette pluralité de sens, de ce qu'on dit, de ce qu'un poète dit, par exemple, eh bien, c'est là ce qui est très important à souligner, cette pluralité reste tout de même codifiée et hiérarchisée. Nous savons, n'est-ce pas, que pour Dante, c'était d'ailleurs une théorie qui le dépassait d'une certaine façon, historiquement, il y avait d'abord dans tout message, comme nous dirions aujourd'hui, message poétique ou message scriptural, eh bien, il y avait un sens littéral, ce qu'on exprimait en latin par l'expression littera gesta docet, n'est-ce pas, la lettre enseigne ce qui s'est passé. Deuxièmement, un sens allégorique, ou nous dirions aujourd'hui, disons peut-être philosophique, quid credas, l'allégorie enseigne ce que l'on doit croire. Troisièmement, un sens moral, quid agas, ce que l'on doit faire, comment l'on doit agir. Et enfin, n'est-ce pas, le plus important, un sens anagogique, qui est le sens le plus profond, qui est l'enseignement de quid speres, ce que l'on doit espérer. Et cela, je crois que c'est une vue, au fond, extrêmement moderne, parce que cela nous indique que pour Dante en particulier, l'œuvre était une sorte de polyphonie de sens à la fois circulant, n'est-ce pas, se développant chacun d'une façon assez autonome, mais cependant tenu et maintenu. Et tout ce qu'on peut penser aujourd'hui de la littérature, souvent, avec les recherches de la modernité sur le langage littéraire, notamment depuis Mallarmé peut-être, eh bien, tout ce qu'on peut penser de la littérature nous incline à penser que cette sorte de multiplicité, de simultanéité des sens, c'est précisément cela la vérité de la littérature. Je pense qu'on ne peut pas parler de la rhétorique chez Dante sans aborder la question du commentaire que Dante fait de lui-même, de cette espèce de discours sur sa propre œuvre que, en plusieurs occasions, il a fait. Oui, si vous voulez, il a pratiqué d'une façon, me semble-t-il, extrêmement vigoureuse et impressionnante pour une conscience moderne, ce qu'on pourrait appeler une véritable conscience sémantique de l'œuvre. L'œuvre est conçue comme un système déclaré de signification, non pas d'ailleurs au sens vague de symbole, n'est-ce pas, mais au sens beaucoup plus moderne d'articulation, de découpage, si vous voulez.
Et c'est là, cette réalité sémantique de l'œuvre a, chez Dante, et c'est ça qui est important, un aspect véritablement déclaré, affiché. Au fond, l'auteur a le droit de faire la théorie sémantique de son œuvre et même de donner cette œuvre à travers les deux langages, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui le langage objet, qui serait par exemple celui des sonnets de la Vita Nuova, et le métalangage, c'est-à-dire le langage dont on se sert pour parler de ce premier langage. Autrement dit, d'une part, il donne un objet fait de mots, et dans un second langage, il dit voilà ce que ça signifie. Exactement. Et alors là, vraiment, j'insiste, il y a cet admirable exemple, enfin à mon sens, de la Vita Nuova, qui est, je pense, un livre qui, moi, m'a énormément excité et m'a rempli d'admiration, car j'y vois précisément une sorte d'audace extraordinaire employée à lever le tabou, car je pense qu'il s'agit d'un véritable tabou, d'un langage qui se pense et qui se dit se pensant, ce qui est toujours une attitude assez traumatisante pour la société.